Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de cette série de vidéos sur la physique mécanique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec les principes de Galilée, les lois de Newton et autres concepts mécaniques, attardons-nous ici sur quelques notions mathématiques qui vont nous servir. Dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser aux vecteurs. Non, pas toi Victor, un vecteur. Un vecteur est un outil mathématique qui va nous permettre de décrire un grand nombre de grandeurs, comme des forces, des vitesses ou encore des accélérations. Graphiquement, on représente donc un vecteur par une flèche. La différence entre une grandeur scalaire et une grandeur vectorielle réside dans le fait qu'une grandeur scalaire ne contient qu'une seule information. Par exemple, la masse nous renseigne uniquement sur comment un objet est lourd, peu importe comment il est orienté dans l'espace. D'un autre côté, si vous voulez vous rendre à Québec en moins de 3 heures, vous ne devez pas seulement rouler à une moyenne de 100 km/h, parce qu'avec cette information seulement, vous pourriez vous retrouver à Ottawa ou pire aux États-Unis. Pour identifier les vecteurs, on peut, comme n'importe quelle grandeur physique, leur affecter un nom. Afin de les différencier des grandeurs scalaires, on place une petite flèche au-dessus du nom. Contrairement à une quantité scalaire, un vecteur va pouvoir contenir plusieurs informations. La première est la grandeur, ou l'intensité. Dans le cas d'une force, elle représente l'intensité avec laquelle interagissent deux corps. Dans le cas d'une vitesse, la grandeur représente l'intensité avec laquelle se déplace un objet. La grandeur ne suffit pas pour caractériser des forces ou des vitesses, car ces quantités s'exercent toujours selon une certaine direction. La direction du vecteur est ainsi caractérisée par la droite qui lui sert de support. En mécanique, on parle de ligne d'action, et un vecteur peut glisser selon cette ligne d'action sans en modifier les propriétés. Finalement, la ligne d'action ne permet pas de décrire complètement l'orientation du vecteur. En effet, le vecteur a besoin d'un sens pour décrire s'il pointe vers l'avant ou l'arrière, par exemple. Ainsi, le sens du vecteur sera déterminé graphiquement par la pointe d'une flèche. Ainsi, la direction combinée au sens représente l'orientation complète du vecteur. Un vecteur n'a réellement de sens que s'il est placé dans un repère. En 2 dimensions, ce repère est constitué de 2 axes, les axes X et Y, placés chacun à 90 degrés l'un de l'autre. On parle de repère cartésien. Ajouter une 3e dimension revient à ajouter un 3e axe, l'axe des Z. Celui-ci est placé à 90 degrés par rapport au plan formé par les axes X et Y. Sur chacun des axes du repère, on peut définir des vecteurs unitaires, I pour l'axe des X, J pour l'axe des Y et évidemment K sur l'axe des Z. Comme leur nom l'indique, ces vecteurs ont une grandeur de 1 fois l'unité. Comme nous l'avons dit précédemment, un vecteur possède un sens et il est important pour nous d'être capable de le décrire dans le repère. Ainsi, le sens positif sera obtenu si un vecteur pointe dans le même sens que celui de l'axe. On remarque ici dans cet exemple que le vecteur A est positif sur l'axe des X et des Y. Il existe plusieurs méthodes pour exprimer les coordonnées d'un vecteur. L'une d'elles revient à décomposer le vecteur selon les axes du repère et à exprimer ses composantes. On en profite pour préciser que les composantes AX et AY ne sont pas des quantités vectorielles. Ainsi, pour obtenir le vecteur A, il faut multiplier chacune des composantes par les vecteurs unitaires correspondants. Comme nous l'avons vu, c'est l'orientation du vecteur dans le repère qui va déterminer le signe positif ou négatif des composantes du vecteur. Dans cet exemple, le vecteur A possède une composante en X négative et une composante en Y positive. Dans cet autre exemple, les 2 composantes sont négatives. Finalement, dans ce cas de figure, la composante en X est positive alors que la composante en Y négative. Passons maintenant à un petit exercice. Vous avez 10 secondes pour déterminer le sens des composantes pour ce cas de figure. Félicitations, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Comme nous l'avons vu précédemment, un vecteur peut glisser selon sa ligne d'action. Ce cas de figure représente donc le cas identique à l'exemple précédent. Nous avons donc une composante en X positive et une composante en Y négative. En effet, si on projette le vecteur sur l'axe X, la flèche pointe dans le même sens que celui de l'axe, tandis que la projection sur l'axe des Y pointe dans le sens opposé. Finalement, avant même d'introduire la notion de somme de vecteurs, on constate, de par l'expression vectorielle, que le vecteur A est simplement la somme de la composante AX multipliée par le vecteur unitaire I plus la composante AY multipliée par le vecteur unitaire J. Nous venons ainsi d'introduire la possibilité de réaliser des opérations sur les vecteurs. La plus simple est évidemment l'addition. Mais contrairement à l'addition de grandeur scalaire, comme 1 plus 2 est égal à 3, l'addition de vecteurs est un petit peu moins intuitive. Pourtant, pour ceux et celles qui se rappellent comment fonctionne une addition, on peut simplement voir ça comme la mise bout à bout de 2 grandeurs.
En gardant cette explication en tête, on peut facilement réaliser une addition de deux vecteurs. Il suffit par exemple de mettre au bout du vecteur A la base du vecteur B. Le vecteur résultant ainsi obtenu est un vecteur partant de la base du vecteur A et allant jusqu'à la pointe du vecteur B. L'opération d'addition étant une opération commutative, il est facile de démontrer que A plus B est égal à B plus A. Cette somme obtenue graphiquement ne nous renseigne pas directement sur les valeurs des composantes du vecteur résultant. Cependant, elle va nous aider à les obtenir. La décomposition du vecteur B sur l'axe des x nous donne une valeur Bx négative, à laquelle vient s'ajouter la composante Ax qui elle est positive. La somme des deux composantes nous donne la composante en x du vecteur résultante, Rx, est donc égale à Ax plus Bx, avec Bx inférieur à 0. Nous pouvons également procéder de la même manière pour obtenir la composante en y du vecteur résultante. Comme nous l'avons expliqué précédemment, un vecteur peut être exprimé selon la somme de ses composantes. Le vecteur R sera donc égal à sa composante Rx selon un vecteur unitaire i plus Ry selon le vecteur unitaire j. Finalement, il sera possible d'exprimer les composantes de R en fonction des composantes des vecteurs A et B. À ce point, vous vous demandez probablement depuis quelques minutes, mais comment déterminer les valeurs numériques de ces composantes? Et pour répondre à cette question, nous allons rapidement introduire quelques notions de trigonométrie. En traçant les composantes du vecteur A, on forme un triangle rectangle. La somme des angles alpha et bêta font 90 degrés. Grâce à cette propriété, on peut également trouver les angles alternes et internes. Étant dans le cas d'un triangle rectangle, nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore. Dans ce triangle, le vecteur représente l'hypoténuse et les composantes les deux autres côtés du triangle. Ce théorème nous permet donc de calculer la grandeur du vecteur A en connaissant les deux composantes AX et AY. On a donc la grandeur du vecteur est égale à la racine carrée de AX carré plus AY au carré. Dans ce triangle, nous pouvons également définir les composantes en fonction de l'angle alpha. Ainsi ici, AX représente le côté adjacent à l'angle alpha, alors que AY représente le côté opposé à l'angle alpha. Nous pouvons maintenant définir plusieurs relations trigonométriques importantes. Un bon moyen mémotechnique est le terme SOHCAHTOA. Dans cette expression, SO signifie que le sinus de l'angle étudié est égal au rapport de son côté opposé par l'hypoténuse. Dans notre cas, le sinus de l'angle alpha sera donc égal au côté opposé, c'est-à-dire la composante AY divisée par la grandeur du vecteur A. De la même manière, K signifie que le cosinus de l'angle alpha est égal au rapport entre le côté adjacent à l'angle alpha et l'hypoténuse. Finalement, la tangente à l'angle alpha sera donc égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Nous pouvons également écrire des relations similaires en fonction de l'angle bêta. La seule différence sera que les côtés adjacents et opposés seront inversés. Initialement, nous voulions être en mesure de calculer les valeurs numériques des composantes du vecteur A. Nous sommes maintenant capables de le faire grâce à ces relations trigonométriques. Par exemple, la composante AX représente le côté opposé à l'angle bêta. Ainsi, en connaissant la grandeur du vecteur A et l'angle bêta, nous pouvons écrire que AX est égal à A sinus de bêta. D'un autre côté, la composante AY représente le côté adjacent à l'angle bêta. Nous pouvons donc écrire que AY est égal à la grandeur A multipliée par cosinus de l'angle bêta. À partir de là, nous pouvons donner une expression complète du vecteur en fonction de la grandeur du vecteur ainsi que d'un angle. Ce premier épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a permis de mieux appréhender la notion de vecteur. Dans le prochain épisode, nous étudierons la notion de force et de moment d'une force, des notions effrayantes mais tellement utiles quand on les maîtrise. D'ici là, portez-vous bien.